Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un individu nommé Alain Juillet? Oui, comme le mois de juillet. Dans une récente interview qu'il a donnée, il révèle un certain nombre de choses sur les services secrets français que nous allons voir dans cette vidéo. Mais regardez jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, du moins vers la fin de la vidéo, on donne une piste de réflexion sur certaines choses inexpliquées par les techniques et les technologies d'espionnage modernes. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités. Et si vous voulez d'autres types de contenus, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Vous devenez à 60 ans numéro 2 des services secrets en prenant la tête de la direction du renseignement. Au début de l'interview, le présentateur repasse le parcours de l'invité, retrace son parcours, dit ce qu'il a fait, par où il est passé, etc. Puis le présentateur demande à Alain Juillet s'il sait autant de choses sur le présentateur que le présentateur ne sait sur lui, donc Alain Juillet. Et la première réponse qu'il donne est assez claire. Avec les moyens technologiques actuels, peu importe comment vous êtes caché ou à quel point vous êtes une personne random, on peut tout savoir sur vous. J'avais déjà révélé dans une vidéo que l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication au Cameroun, était capable de retrouver n'importe qui sur le territoire en moins de 10 minutes uniquement en utilisant les traces qu'ils laissent en ligne. Les services secrets camerounais sont donc bien plus efficaces que ce qu'on peut croire. Pour illustrer son propos dans l'interview, il prend l'exemple d'une télé suisse, d'une émission suisse, dont l'idée c'était de faire en sorte de prendre une personne au hasard dans l'annuaire et de se donner une semaine pour pouvoir retrouver la personne, trouver le maximum d'informations sur cette personne, de sorte que la semaine d'après, au moment de l'émission, on étale tout ce qu'on aura pu trouver sur la personne en question. Et une semaine après, ils ont révélé tellement de choses que la personne est tombée en dépression. Mais j'ai un autre exemple, le cas de Benjamin Kyle. Benjamin Kyle est un homme qui avait été retrouvé nu, inconscient, derrière un restaurant en 2004, sans aucun souvenir ni aucune identité de sa vie antérieure. Il souffrait d'une amnésie totale et ne savait plus qui il était. Pendant des années, malgré les efforts de la police et des médias pour retrouver son identité, Benjamin Kyle est resté un mystère. Cependant, en 2007, il a décidé de faire appel à Internet pour pouvoir l'aider à découvrir son passé. Il a publié des informations sur son affaire, des photos de lui-même et des détails sur l'endroit où il avait été retrouvé sur un site web dédié. Et maintenant, des internautes passionnés par des mystères non résolus et l'identification des personnes disparues ont commencé à enquêter en ligne. Grâce à leurs recherches, ils ont pu rassembler des indices sur l'identité de Benjamin Kyle. Finalement, en 2015, son identité a été confirmée. Son vrai nom était William Burgess Powell. Ce qu'on a là, c'est une personne qui ne se connaissait même pas elle-même a été retrouvée. Imaginez comment ce serait facile de retrouver des personnes comme nous qui laissons à longueur de journée nos traces sur Internet. On peut pratiquement aujourd'hui tout remonter en ligne. Si vous avez un peu de motivation, vous pouvez retrouver n'importe qui, n'importe où. Et les photos qu'on publie sur Internet ne se suppriment pas, c'est indélébile. Il n'est pas possible d'enlever les photos. Pour cette affaire d'identification sur Internet, il s'agit de civils qui savent utiliser une souris. Imaginez ce que peuvent faire des professionnels qui ont non seulement les compétences, les technologies, les autorisations légales, en plus de toute une équipe à leur disposition ainsi que des agents de terrain. Alain par la suite explique comment est-ce que sont organisés le renseignement français. On va apprendre un peu ici. Il nous apprend qu'il y a 6 grands services de renseignement en France. La DGSE, les services de renseignement extérieur, c'est grâce à eux qu'on peut déstabiliser les pays africains par exemple. Quand des personnes comme Nathalie Yamb ou Kémy Seba parlent de services secrets français en Afrique ou qui agissent en Afrique, ils font référence en fait à la DGSE. Et d'ailleurs, c'est à la DGSE que le gouvernement français reprochait le fait de ne pas avoir vu venir le coup d'État au Niger. Alors, après la DGSE qui s'occupe de tout ce qui est extérieur à la France, un peu comme la CIA aux États-Unis, il y a la DGSI qui s'occupe de tout ce qui est intérieur au pays. Après ces deux-là, il y a la direction de renseignement militaire et il y a aussi le service de contre-espionnage militaire, la DRSD, qui existe depuis plus de 150 ans déjà. Leur objectif à la DRSD est de protéger la France contre les menaces à l'encontre de la sécurité militaire et de l'industrie militaire. Après ces 4-là, il y a le service de renseignement des douanes et le service de renseignement financier. Là, on parle de la France spécifiquement, mais je suis sûr que c'est à peu près partout pareil. Quand je dis partout, je parle dans tous les autres pays du monde. En règle générale, tout ce qu'il y a dans le civil ont leur duplicata dans le militaire parce que les militaires ne causent avec personne et ils n'ont même pas la même approche
les renseignements ne sont pas de même type. Ce qu'il cherche, c'est pas la même chose. Une chose que nous fait comprendre le monsieur, c'est que tout virement bancaire de plus de 5 000 € est contrôlé par la France. Et ceux qui se chargent de ce contrôle-là, c'est le service de renseignement financier. J'ai souvent entendu parler de ressortissants camerounais qui arrivent en France et commencent des cotisations de groupe. Au pays, on appelle ça les tontines. Et quand ils reçoivent l'argent, quand c'est leur tour de prendre la cotisation, quand c'est leur tour de bouffer, ils mettent ça à la banque et la banque bloque l'argent et leur demande des explications dessus. Voilà donc une des raisons pour lesquelles souvent, à une certaine somme, votre argent est bloqué. Quand il y a donc un virement bancaire de plus de 5 000 €, on regarde qui l'a envoyé, à qui c'est parti, si la personne avait les moyens ou assez d'argent pour le faire, etc. Bon là, personnellement, je tiens à préciser que 5 000 €, on croit ça sur parole. N'oublions pas que son objectif, c'est de vulgariser le domaine du service secret et non de divulguer des secrets. Donc, il est probable qu'en fait, ce soit 3 000 € ou encore 4 000 €, on n'en sait rien. On est obligé de le croire sur parole. En tout cas, à partir de 5 000 €, selon ses dires, ça déclenche des alertes. Les banques, le notaire, tout le monde est notifié et tout le monde reçoit les instructions de donner des informations sur ce qui se passe ou ce qui est en train de se faire. J'aurais pensé que tous ces services secrets et consorts sont en parfaite collaboration, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Dans les faits, en général, entre ces services secrets, il y a beaucoup de compétition, un peu comme dans les films d'espionnage américains. Vous allez voir la CIA nuire au FBI ou encore à la NSA et inversement. Chacun veut montrer que c'est son service qui est le plus efficace et chacun ne veut pas forcément partager ses informations avec les autres. Et bien dans la réalité, ce n'est pas aussi idéalisé que dans les films, mais dans les grandes lignes, ce n'est pas très loin de ça. Ils sont en rivalité constante sur tout. Pour être un espion et faire le métier d'espionnage, il faut pouvoir parler minimum 2 langues étrangères. Parfaitement bien parler ces langues, avoir un accent impeccable, comme si vous étiez de la région ou du pays en question. Et vous devez savoir passer, c'est-à-dire switcher rapidement d'une langue à l'autre sans aucun effort. Je précise bien, quand on dit 2 langues étrangères, c'est 2 langues en plus de la vôtre, donc 3. Là, on parle d'un espion français, par exemple, il va devoir parler le russe, le français plus l'allemand. Et maintenant, en fonction des langues que vous parlez, vous serez affecté à un endroit. C'est important de le noter. Les espions passent plus de temps à faire de l'analyse qu'à être sur le terrain. En fait, pour pouvoir avoir la bonne image d'un espion lambda, d'un espion classique, imaginez des fonctionnaires. Ils ont des boulots de fonctionnaires, donc font beaucoup d'administratifs et parfois, de temps en autre, ils peuvent être envoyés sur le terrain. En dehors de ceux-là qui représentent, c'est-à-dire des fonctionnaires là qui représentent l'écrasante majorité des gens dans les services secrets, il y a des agents de terrain qui ont des compétences et des notions plus différentes. Quand j'avais 20 ans, quand je voyais James Bond, je me disais, bon Dieu, les casinos, les grands hôtels, les jolies filles, les verres de whisky, pas mal, hein, pas mal. Et puis, après, la vie s'est chargée de m'apprendre que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La plupart des agents sont relativement jeunes. La moyenne d'âge, c'est de 37 ans d'après les infos que l'on donne dans l'interview. Et ils sont jeunes parce qu'ils doivent pouvoir s'adapter plus facilement aux cultures étrangères. Et plus une personne est vieille, moins elle est capable d'adaptation parce qu'elle est coincée dans une façon de penser. Donc plus une personne est jeune, à contrario, plus elle est moulable et plus elle peut être détachée. Un agent ne doit avoir aucune opinion sur sa cible. Sur la question de l'espace, il nous fait comprendre que les satellites de surveillance surveillent littéralement tout le monde et tout le temps. Quand je parle de temps, je parle de météo ici. Le ciel peut être ensoleillé, écarté, couvert, pluvieux, nuageux, brumeux. Les satellites n'en sont pas dérangés. Ça voit toujours parfaitement bien. Il y a plusieurs capteurs qui s'adaptent au temps qu'il fait et plusieurs technologies d'observation réunies dans un seul satellite. Vision thermique, vision nocturne, infrarouge, radar, LIDAR, qui est une technologie qui utilise les impulsions laser pour mesurer la distance entre le capteur et un objet. Ces satellites-là utilisent aussi bien évidemment des caméras à champ de vision étendu et certainement d'autres technologies d'observation que je ne connais pas. Un satellite qui a 5000 km d'altitude peut voir la Terre avec une précision de 20 cm. C'est la taille d'une règle dans la boîte académique. Donc, un satellite à 5000 km voit très bien tout le monde. En revanche, il y a plusieurs types de satellites et ils n'ont pas forcément tous les mêmes technologies. Il y a les satellites d'observation, les satellites de renseignement et les satellites de communication. Vous vous doutez donc que tous ne fonctionnent pas pareillement. Rien qu'au nom.
D'ailleurs, en parlant de communication et de renseignement, il revient sur l'histoire des ovnis que le Congrès américain a évoqué il y a quelques mois. Le problème qui est le problème des fameux ovnis, hein, donc il faut prendre très au sérieux, non pas, il ne s'agit pas de voir les petits hommes verts, hein, c'est pas ça du tout. Mais ce qu'il faut bien regarder aujourd'hui, c'est que nous avons, maintenant c'est prouvé, les Américains viennent de le reconnaître au Congrès et à la Chambre des députés, dans des rapports qui ont été faits officiels et publiés. Hein. Il y a à peu près, on a chaque année, pour le moment, enfin aux États-Unis ils disent une centaine, mais si vous faites le monde entier, il y en a plus de 500, des 500 identifications de quelque chose que nous ne savons pas faire, qu'on ne comprend pas, mais qui est réel et qu'on mesure, on a toutes les mesures et tout, hein, et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Alors, et la question, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que pour la sécurité de l'espace, la grande question pour la défense nationale, c'est de se dire, est-ce que ces engins qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été agressifs, donc pas de problème, mais s'ils devenaient agressifs, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on a un sacré problème parce qu'on ne sait pas les arrêter. Alors, sur la question des ovnis et des non-humains qui sont de plus en plus répertoriés, et c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo, je pense que ce ne sont pas des créatures extraterrestres, mais bien terrestres, terriennes. On va dire ça comme ça. Vous pouvez être une créature terrienne, terrestre, sans pour autant être humaine. Un lion, par exemple, c'est terrestre, mais ce n'est pas humain. Un loup, un chat, etc. Alors, partons du postulat qu'on peut avoir plusieurs créatures intelligentes sur la planète, on va dire qu'il n'est pas impossible qu'on vive en parallèle avec ces espèces-là. Credo Mutwa a passé d'ailleurs sa vie à nous le dire. Vous les Blancs, dites que ce sont des aliens qui viennent de l'espace. Mais non, ils viennent de cette planète. Et cette planète a produit 24 races d'êtres intelligents différents. Voilà ce à quoi ressemble un Chitauri. Il a même fait comprendre dans une de ses interviews que cette planète a produit 24 races d'êtres intelligents. Et parmi ces races-là, il y en a certaines qui ont dominé le monde pendant des milliers d'années, bien avant l'existence des humains. Pourquoi on coupe l'électricité quand il veut finir ma vidéo? Non, je continue. Attendez. On va simplement changer. Voilà. On s'adapte comme ça. Non, on doit terminer la vidéo. Hey, c'est comment? J'avais aussi partagé une découverte d'un réacteur nucléaire fonctionnant à l'eau datant de 2 milliards d'années et retrouvé à Oklo, au Gabon. Sachant que la Terre existe depuis 4 milliards 543 millions d'années, ça implique que cette technologie a été développée, a été créée il y a 2,5 milliards d'années. À cette époque sur Terre, il n'y avait pas d'humains. Donc c'est forcément autre chose qui a fait ça. On est au moins d'accord là-dessus. La dernière fois que j'ai discuté avec un de mes maîtres lors d'un rituel, on parlait des créatures de l'eau. Et il m'avait fait comprendre que nous vivons avec des hybrides. Qu'il y a des hybrides qui vivent parmi nous. Et ces hybrides-là peuvent vivre avec nous comme ils le font déjà. Mais ils peuvent aussi vivre dans l'eau. Donc ces gens ont deux vies. Vous allez voir quelqu'un, il travaille ici comme nous. Il travaille, paye sa maison, etc. Ici sur Terre, et pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le gars va disparaître. Il va en fait aller vivre dans l'eau, et dans l'eau là, il a une autre vie. Quand je te parle de vivre dans l'eau, c'est comme les gars de Aquaman là. Il peut aussi travailler là-bas, s'occuper de sa famille, développer des projets exactement comme il le fait ici. Et ça fait des siècles que l'on vit sur le même globe avec d'autres espèces, potentiellement 23 autres espèces intelligentes dans notre définition de l'intelligence, dans notre définition actuelle, la définition de l'intelligence que vous et moi on comprend très simplement là. Et on continue à chercher des gens dans l'espace. Ce n'est pas nécessaire. Alors pensez-y, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ça. Mais c'est une piste de réflexion que je propose là. Il y a tellement de mystères sur Terre, je trouve. D'ailleurs, c'est même frustrant pour moi. Je suis sûr que si leur existence était révélée, confirmée et venait à être répandue, je suis de ceux-là qui n'auraient aucun mal à assimiler l'information. Au contraire, je serais même exalté et j'aurais tellement de questions à poser. Mais en revanche, il y a des gens qui ne vont certainement pas aimer les racistes là. Déjà qu'avec des humains, c'est compliqué. Là, ils vont se exploser. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que celle-ci se termine comme ça.